Faire pousser un Persea americana, le fameux avocatier, depuis un simple petit noyau, on a souvent l'impression que c'est juste un test amusant à faire dans sa cuisine. Mais en réalité, c'est un magnifique exercice de jardinage durable. Dans cette analyse, on va décrypter ensemble cette pratique fascinante. L'idée, c'est de comprendre comment transformer une graine totalement dormante en un arbre majestueux, le tout avec une vraie démarche écologique. C'est parti. Au menu de notre parcours botanique, on commence par préparer l'aventure en pot, puis on verra la magie de la germination. Ensuite, on parlera lumière, eau et entretien, avant de se concentrer sur la démarche éco-responsable. Et on finira par la taille, la santé et la fameuse récolte. Allez, on ne perd pas de temps. On attaque tout de suite avec le premier point, préparer l'aventure en pot. Alors, avant même de toucher au moindre grain de terreau, il faut qu'on se mette d'accord sur un point absolument crucial. Notre source, dans une réflexion très juste intitulée « La nuance d'Alice », résume ça parfaitement. L'objectif principal ici, c'est pas d'avoir la garantie absolue de récolter des kilos d'avocats maison. En intérieur, la fructification, c'est franchement très incertain. En fait, la véritable victoire, elle se joue sur la durée. C'est la longévité de notre pot, c'est la qualité du terreau qu'on préserve année après année, et c'est la justesse de notre arrosage. C'est vraiment ça, le vrai succès. Et pour bien démarrer, le choix de la variété, c'est la base. On a 4 grands candidats qui se démarquent pour la culture en intérieur. Le Mexicola, par exemple, c'est vraiment le plus indulgent pour vivre dans un pot. Il a une forte probabilité de donner de petits fruits noirs et bien brillants. Ensuite, on a la variété Gwen, qui est littéralement taillée pour les petits espaces avec sa croissance ultra compacte. Bien sûr, on retrouve le grand classique, le Hass, mondialement connu pour sa pulpe au goût de noisette. Et enfin, le Brogdon, qui pousse à une vitesse folle et dont la peau est tellement fine qu'elle en est comestible. Passons à la deuxième étape, la magie de la germination. C'est le moment où la plante prend vie. Mais pour réveiller ce noyau, il y a une règle d'or, un déclencheur thermique absolu. Le chiffre magique, c'est 20 degrés Celsius. Qu'on décide de se lancer au beau milieu du printemps, ce qui est quand même la saison idéale, ou à n'importe quel autre moment de l'année, maintenir cette température d'au moins 20 degrés, c'est la condition incontournable pour espérer voir sortir la toute première racine. Et là, ça illustre brillamment le grand dilemme. Quelle méthode on choisit pour germer ? D'un côté, on a la célébrissime méthode du verre d'eau, avec les cure-dents. C'est super visuel, c'est presque magique à observer tous les jours au bord de la fenêtre. Mais attention, ça demande de faire une transplantation très délicate par la suite. De l'autre côté, on a la méthode directe en pot. Le noyau est à moitié enfoui dans le terreau. C'est sûr, c'est un peu moins spectaculaire au début, mais c'est d'une efficacité redoutable. Pourquoi ? Eh bien parce que ça évite totalement le stress destructeur que subissent les jeunes racines quand on les change d'environnement. On avance dans le temps avec l'étape 3, lumière, eau et entretien. Une fois que la jeune pousse est là, les choses sérieuses commencent. Il faut savoir qu'un avocatier a une peur bleue de l'asphyxie. Il déteste, mais vraiment, avoir les pieds dans l'eau. Du coup, le terreau, c'est une fondation non négociable. Il doit être légèrement acide, avec un pH situé entre 5 et 6. Et surtout, la règle d'or, c'est la couche de drainage au fond. Il faut des billes d'argile qui prennent à elles seules 20% de la hauteur totale du pot. En gros, un terreau riche, oui, mais qui filtre l'eau à une vitesse grand V. Et au fil des saisons, on doit s'adapter, car n'oublions pas que c'est une plante subtropicale. Au printemps et en été, l'arbre adore être entre 18 et 25 degrés, avec une petite brumisation régulière de ses feuilles. Par contre, en automne et en hiver, on change de rythme. L'arbre peut tolérer une baisse jusqu'à 15 degrés, mais attention, jamais en dessous de 10. Et là où il faut être super vigilant, c'est sur l'humidité. On réduit les brumisations, d'accord, mais il faut faire très attention à nos radiateurs en intérieur, qui assèchent l'air de façon dramatique pour la plante. Tous ces petits ajustements nous amènent très naturellement à la partie 4, une démarche éco-responsable. C'est fascinant de voir comment de simples petits gestes de jardinage deviennent une vraie philosophie environnementale, surtout quand on s'appuie sur les recommandations d'organismes comme l'ADEME. Le maître mot, c'est la sobriété. On choisit un bon pot dès le départ pour ne rempoter que tous les 2 ou 3 ans. Ça limite les achats inutiles et ça évite de stresser les racines. Pour l'eau, un petit contrôle de l'humidité chaque semaine suffit. On évite le gaspillage et on sauve la plante de la pourriture. Et pour la lumière, on lui trouve une place avec 6 à 8 heures de belle luminosité et on n'y touche plus. Déplacer sa plante sans arrêt, ça lui pompe toute son énergie. Optimiser ce qu'on a déjà, c'est ça le vrai jardinage durable. Cette constance dans les soins nous guide tout droit vers le stade de la maturité avec notre section 5, taille, santé et récolte. S'il est laissé complètement à lui-même en antérieur, un avocatier va juste filer vers le plafond. Il va devenir une seule et longue tige un peu disgracieuse. Pour éviter ça, il y a une action très physique à faire, le pincement. Quand la petite pousse atteint à peu près 30 cm de haut, on vient pincer, ou carrément couper, l'extrémité tout en haut.
Ce tout petit traumatisme va obliger la plante à développer ses branches latérales. Et au fil du temps, ça va lui sculpter une silhouette beaucoup plus dense, buissonnante et harmonieuse. Bon, après, la nature a toujours son lot d'imprévus. L'observation devient alors notre meilleure arme. Des feuilles jaunes qui tombent, c'est le signal d'alarme classique d'un excès d'eau, les racines sont en train de pourrir. Un petit dépôt noir qui ressemble à de la suie, c'est de la fumagine, souvent causée par des pucerons ou des cochenilles, et un simple coup d'eau savonneuse règle le problème. Des taches sombres sur les feuilles, c'est l'anthracnose, un signe qu'il fait trop chaud et humide, il faut aérer la pièce immédiatement. Et si on repère de fines toiles toutes grises, ce sont les fameuses araignées rouges qui adorent l'air sec. On vaporise un bon coup d'eau et elles fuiront. Si cet équilibre un peu fragile est maintenu pendant des années, la grande question des fruits finit par se poser. Et ce chiffre, 4 à 5 ans, c'est le minimum absolu qu'il faudra attendre avant d'espérer voir l'ombre d'un avocat. Cultiver cet arbre dans son salon, c'est vraiment une leçon magistrale de patience. Mais le véritable tour de magie, c'est la floraison en elle-même. Si des fleurs décident d'éclore, elles font un truc incroyable. La fleur s'ouvre d'abord avec des caractéristiques femelles, puis elle se referme complètement. Et le lendemain, elle se rouvre en tant que fleur mâle. C'est une stratégie d'auto-pollinisation merveilleusement complexe. Ça rend l'observation de cet arbre infiniment captivante. Et si le miracle absolu de la fructification se produit, il y a une dernière notion scientifique géniale à connaître. L'avocat est ce qu'on appelle un fruit climactérique. Contrairement à plein d'autres fruits, il est totalement incapable de mûrir tant qu'il est accroché à son arbre. Il faut le cueillir quand il est encore dur comme du bois. C'est uniquement une fois qu'il est séparé de sa branche qu'il va commencer à devenir tendre. C'est quand même une bizarrerie biologique très élégante pour couronner des années de soins, non ? Pour refermer cette analyse, prenons un peu de recul avec cette dernière réflexion. Si, au bout de 10 ans, cet arbre cultivé en pot ne donne absolument aucun fruit, mais qu'il a enseigné au quotidien la patience, l'art de l'observation minutieuse et le respect d'un environnement durable, cette récolte immatérielle n'est-elle pas, au fond, le plus beau des accomplissements ? C'est une pensée poignante qui donne vraiment un tout autre sens à notre façon d'envisager le lien avec le monde végétal à la maison.